Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Élie Corsia, président du Consistoire central de France et également avocat au barreau de Paris. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis très content d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme vous le savez, Allogy est un média sur les réseaux sociaux. On va essayer de répondre voilà, de façon dynamique, assez rapide. Nous allons commencer avec votre actualité, Élie. Voilà, à l'occasion de la journée internationale de la mémoire des victimes de la Shoah et de la libération d'Auschwitz le 27 janvier, vous êtes rendu sur place aux côtés du Premier ministre Jean Castex et du grand rabbin de France, Haïm Corsia. Alors j'imagine que cela a dû être très émouvant et en particulier en tant que nouveau visage de la communauté juive au sein d'une délégation officielle du gouvernement. Comment ça s'est passé? Écoutez, ça s'est passé d'abord d'une façon très émouvante parce que nous étions accompagnés, effectivement, vous avez raison de le dire, il y avait Jean Castex puisque c'était un voyage de la République française, hein, donc un voyage officiel du Premier ministre. Nous étions accompagnés de deux déportés et vraiment c'est à eux que je pense aujourd'hui parce que ça a été l'âme de ce voyage, à la fois Élie Buzyn, rescapé du camp d'Auschwitz, aujourd'hui âgé de 93 ans, et Léon Levkovitch, qui lui aussi est rescapé du camp d'Auschwitz, qui a 92 ans aujourd'hui, et les deux nous ont donné cette force, cette résilience incroyable qu'ils portent en eux, et ils étaient là. Et de l'autre côté, j'allais dire, nous avions des jeunes, des collégiens, des lycéens, de 3 collèges-lycées différents, de 3 endroits en France, région parisienne et province, qui étaient présents, 12 jeunes en l'occurrence, qui étaient donc constamment avec ces deux grands rescapés survivants de la Shoah qui transmettaient leur message. Et donc cette visite s'est passée avec des ministres aussi qui étaient là, des journalistes. Et c'est un voyage officiel, je dirais, entre la mémoire encore vivante qui est portée devant nous par les rescapés, par les survivants de la Shoah, et en même temps les jeunes non juifs évidemment qui étaient là et qui porteront demain aussi ce message de cette nouvelle génération. Donc c'était important d'être dans ce voyage avec Haïm Corsia, avec le président du CRIF, et avec mon confrère aussi Pierre-François Veil du comité Yad Vashem. Élie, il y a une récente étude dévoilée par l'IFOP le 20 janvier qui a révélé que 34% des Juifs de France se sentent menacés. Alors c'est un phénomène ressenti particulièrement chez les jeunes âgés entre 18 et 24 ans. Quelles sont les actions concrètement du consistoire pour faire face à cet antisémitisme? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en relation constante avec les pouvoirs publics. Et avant tout, évidemment, avec le ministère de l'Intérieur, pour ce qui est de la police, mais aussi avec le ministère de la Justice. Parce qu'en fait, on a un triple problème. On a un problème de gestion du combat contre l'antisémitisme qui se fait lorsqu'il y a des dépôts de plainte. Aucun acte, et je le dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, notamment beaucoup de jeunes qui écoutent votre émission, et je sais qu'ils sont nombreux. Ce qui est important, c'est qu'il faut bien se dire qu'on ne doit laisser passer aucun acte antisémite. Alors, ça se traite à 3 niveaux, pour le faire rapidement, pour tenir le rythme de votre émission que je connais. Premièrement, je dirais l'éducation, et on est en rapport avec l'éducation nationale. Moi-même, je serai pour la semaine du 22 mars, qui est la semaine de lutte contre l'antisémitisme en province, pour prendre la parole devant des classes de terminale à qui je parlerai de ce combat contre l'antisémitisme. Donc c'est très important. L'éducation nationale, les rectorats, les académies, pour être présents avec des grands témoins qui sont là pour parler aux jeunes et leur expliquer ce qu'est l'antisémitisme, et partout en France. Donc sur le terrain de l'éducation nationale. Deuxièmement, lorsqu'il y a un acte auprès de la police, il y a eu des formations qui ont été faites pour les officiers de police, pour les gardiens de la paix, pour savoir, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient pour un acte antisémite, qu'on sache prendre la plainte, accueillir la personne et traiter cela d'un point de vue policier. Et puis enfin, le traitement par la justice française qui doit être là pour répondre à tous ces faits et pour qu'effectivement il puisse donner lieu à des condamnations le cas échéant. Voilà un petit peu, si vous voulez, comment on peut travailler tout cela. Et nous, évidemment, le Consistoire de France, nous avons, avec le CRIF, avec les autres institutions de la communauté juive, nous sommes là en relation constante avec les pouvoirs publics et avec le gouvernement, bien évidemment, pour que ce travail soit fait. Le travail aujourd'hui, il y a un travail qui est réalisé, mais les études qui montrent que d'année en après année, le problème reste particulièrement fort de l'antisémitisme, eh bien il faut le combattre. On s'aperçoit aussi que l'antisémitisme est bien présent aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'on parle de 18-24 ans. Qu'en pensez-vous ? Il faut un renforcement de la loi. Il y a eu des efforts qui ont été faits, des projets de loi qui ont été entérinés avec un renforcement des poursuites
sur des réseaux sociaux. Oui. Effectivement, il y a un déferlement de haine, on le sait. C'est Ça se incroyable. passe en France, ça se passe à l'étranger. On a bien conscience de ce risque-là. Et effectivement, il y a un antisémitisme, une banalisation de l'antisémitisme avec une libération de la parole qui est beaucoup plus forte qu'avant. Et effectivement, il faut combattre, notamment sur les réseaux sociaux, durcir à la fois la loi et les poursuites pour que celles et ceux qui s'adonnent à ce type de déferlement de haine de l'autre, eh bien, puissent être poursuivis et condamnés. Le consistoire, tout le monde connaît le consistoire de nom, qui, je le rappelle, a été fondé par Napoléon, il y a quand même plus de 200 ans. Mais pouvez-vous nous rappeler, Élie, son organisation et son rôle ? Bien sûr, vous avez raison, c'était donc il y a plus de 200 ans qu'il a été créé par Napoléon. En fait, c'était pour organiser, pour structurer la vie des Juifs de France, qui à l'époque devenaient citoyens une quinzaine d'années auparavant, après la Révolution française. Et donc, il y avait une volonté de Napoléon que la communauté juive se structure en France. Et donc, on a créé le consistoire de France. Aujourd'hui, c'est un consistoire qui, donc depuis 2 siècles, fédère les 16 consistoires de régions à travers toute la France, le consistoire de Paris, qui est le plus important au niveau des différentes régions, mais évidemment le consistoire de Marseille, de Strasbourg, de Lyon-Rhône-Alpes, du Nord. Donc toutes les régions de France sont représentées, et on a une chance incroyable, c'est que le président du consistoire de France, comme le grand rabbin de France, sont élus par l'ensemble des présidents, des responsables, des administratrices, administrateurs et rabbins qui donc s'occupent des communautés juives à travers la France. Et ce sont eux qui sont aux 4 coins de la France, qui font vivre la communauté juive dans leur synagogue, dans leur centre communautaire. Et bien c'est eux ensuite qui élisent le grand rabbin de France tous les 7 ans et le président du consistoire de France tous les 4 ans. Et donc l'année qui vient de s'écouler a donné lieu à la réélection de Chaim Corsia en tant que grand rabbin de France et à mon élection au mois d'octobre. Et donc effectivement nous fédérons tous ces consistoires. Et nous faisons vivre, évidemment, la vie juive à travers les prérogatives qui sont les nôtres. Élie, donc à 25 ans, vous êtes devenu président de la communauté juive de Puteaux. Depuis 2009, président de la communauté des Hauts-de-Seine. Et depuis 2010, vice-président du consistoire de Paris. Qu'est-ce qui vous a poussé si jeune à vous engager dans ces institutions ? Pour être tout à fait honnête, c'est parti d'un événement plutôt tragique qui était le décès de mon papa, qui était engagé dans la vie communautaire, qui était président de la communauté de Puteaux dans les Hauts-de-Seine, où il s'était installé avec sa famille après le retour des Juifs d'Algérie, après le rapatriement de 1962. Et mon père est décédé malheureusement en 1990 à l'âge de 43 ans. Moi-même, j'étais très proche de lui et j'étais un adolescent et ensuite un tout jeune homme très proche de lui dans les missions qui étaient les siennes. Et après son décès à l'âge de 43 ans, j'aurais très bien pu me détourner à la fois de la vie de la communauté et des responsabilités communautaires, mais j'ai estimé qu'il fallait continuer ce travail bénévole, associatif, militant qui avait été le sien. Et donc, je l'ai fait petit à petit. J'aimerais revenir un peu sur votre programme. Donc, il y a de nombreux thèmes à l'intérieur, mais j'aimerais quand même revenir sur certains d'entre eux. Les conversions et les régularisations. Alors, quelle est la différence, Élie ? Alors, vous avez raison de le rappeler, dans ce programme que j'ai présenté dans le Tour de France des communautés juives que j'ai fait avant mon élection, j'ai mis 12 axes en avant particuliers. Alors, vous en soulevez un qui est important, effectivement, les conversions et les régularisations. Pourquoi on parle de ces thèmes-là ? Sur le fond, c'est la conversion qui s'impose, bien évidemment. Parce que quand quelqu'un n'est pas juif, et dont la mère n'est pas juive, effectivement, il doit faire l'objet d'une procédure de conversion auprès du consistoire. On a parlé avec régularisation avec le grand rabbin de France qui avait parlé de ce terme-là pour dire à toutes les personnes qui souhaitent se convertir que certaines viennent d'un milieu qui n'est pas du tout juif. Et ces personnes ont envie de se convertir au judaïsme, mais ni leur père, ni leur mère n'est juif, ils partent entre guillemets de zéro. Et donc, il faut que ces personnes suivent un parcours de conversion, en les accueillant évidemment de la meilleure manière possible, mais effectivement en les accompagnant quand souvent ils n'ont pas vécu quoi que ce soit dans leur enfance, leur adolescence avec une vie juive. En revanche, il y a des personnes dont la mère par exemple n'était pas juive, donc qui ne sont pas juifs, qui doivent faire l'objet d'une procédure de conversion, mais dont le papa est juif, et qui ont vécu par exemple leur enfance en allant souvent à la synagogue, en allant chez les grands-parents paternels le vendredi soir ou le samedi midi autour de la table, et en vivant, qui ont baigné effectivement souvent jusqu'au moment où ils veulent se convertir dans une vie juive. Et donc pour ces personnes-là qui ont parfois même des bases dans le judaïsme, on leur dit venez faire ce processus si c'est ce que vous voulez et vous avez envie de vous convertir. Vous allez suivre évidemment le process
rabbinique, avec une surveillance, parce que vous savez que c'est important, il ne faut pas banaliser la conversion, c'est quelque chose de très important de faire ce processus, mais venez, et puis le terme de leur dire on va vous régulariser, ça veut quand même dire on sait que vous avez baigné dans une vie juive, on sait que vous ne partez pas de zéro, on sait aussi que votre papa est juif, mais venez, on va vous régulariser et on va le faire avec le plus d'humanité, de chaleur et quelque chose de très positif. Voilà pourquoi on parle de conversion et de régularisation, pour dire qu'on accueille tout le monde, ça reste un processus de conversion, mais effectivement, on personnalise aussi les choses selon le vécu de chaque personne. Alors, vous parlez également d'accompagner le couple juif. Quelles seront les actions pour les accompagner? Ça veut dire quoi concrètement, accompagner le couple juif? Le couple juif, c'est important. J'en ai parlé dans mon programme, effectivement, sur 3 thématiques. Premièrement, aider à la formation de couples juifs. Vous savez, on parle beaucoup, malheureusement, de gens qui ont du mal à se rencontrer, du mal à fonder un couple juif, à se rencontrer d'ailleurs, et à pouvoir être en couple. Le Covid n'a pas aidé malheureusement à cela. Il y a eu beaucoup de gens qui ont plus de mal à se rencontrer, peut-être qu'à une époque, soyons très clairs. Bien sûr. Alors moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir aider en favorisant des événements, des conférences, des rencontres qui pourraient se faire avec, par exemple, un écrivain, un acteur, une masterclass. Il pourrait y avoir des choses passionnantes où on va proposer à des personnes qui sont célibataires de pouvoir se rencontrer. Après, on peut imaginer un petit cocktail dînatoire. Dès que les conditions sanitaires nous permettront de faire les choses dans les meilleures conditions, mais ça devrait être quand même assez prochainement. Et donc, favoriser des rencontres entre personnes qui puissent se voir, et pas seulement une fois de temps en temps, mais avec une véritable régularité. Et je sais que beaucoup de personnes, beaucoup d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes sont tout à fait prêts à venir donner une conférence ou passer 1 heure de temps dans ce type de soirée. Et après, eh bien, les gens pourraient se rencontrer autour d'une table, avec un traiteur, avec un cocktail, et puis essayer de faire les choses de façon régulière, peut-être 1 fois par mois, et essayer d'insuffler ça dans chacune de nos communautés, que ce soit en région parisienne, que ce soit dans les grandes villes et dans les petites villes et moyennes villes de province. Je pense qu'il y a une vraie demande, et ça peut aider à favoriser le couple juif. Un autre thème, l'abattage. En 2021, l'interdiction de l'abattage cachère a été confirmée dans certaines régions en Belgique, on en a beaucoup parlé. En France, des mouvements se lèvent pour interdire aussi cette pratique d'abattage rituel. Est-ce qu'on pourra continuer à manger cachère en France, Elie, d'ici quelques années en fait? On se bat pour ça. C'est un combat important, c'est très important que vous le souligniez, effectivement, ça fait partie des sujets importants. Il y a déjà eu un travail, encore une fois, toujours, il y a eu un travail qui a été mené par le Concert de France ces dernières années, que ce soit avec les grands rabbins de France qui ont agi sur ce sujet, mes prédécesseurs qui ont travaillé aussi sur ce sujet, dont Joël Mergui. Moi, mon travail aujourd'hui, si vous voulez, c'est que ce qui s'est passé en Belgique est un tournant. Effectivement, lorsqu'il y a eu cette décision très défavorable en Belgique, pays voisin, et que cette décision a failli effectivement faire tache d'huile, si j'ose dire, et ça c'est très dangereux pour nous. D'abord, il faut savoir qu'il y a un recours qui est en cours ou qui va être fait au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, et nous continuons à travailler en partenariat, je dirais, avec les pouvoirs publics pour expliquer une chose toute simple. La laïcité ne doit pas se voir sous un angle restrictif, sous un angle d'interdiction. Au contraire, depuis 2 siècles, on permet aux Juifs d'avoir un abattage cachère, un abattage rituel en France, et ça n'a jamais été contre le bien-être animal. On a sur ce sujet, et avec le Grand Rabbin de France, on a des relations constantes en ce moment même avec les pouvoirs publics. On est soutenu notamment dans notre analyse par le Grand Rabbin Fison, qui est le Grand Rabbin de la Moselle à Metz, et qui en même temps est vétérinaire de formation. Et il a sorti un livre il n'y a pas longtemps sur justement le judaïsme et les animaux, et le bien-être animal. Et donc, on démontre que la pratique de l'abattage rituel, contrairement à ce que certains groupes ou lobbies voudraient faire croire, et qui voudraient faire croire que notre abattage rituel va à l'encontre donc du bien-être animal, bien que c'est faux. Ici, on met beaucoup en avant les restaurants. Alors, j'ai envie de vous demander, c'est quoi votre restaurant cachère préféré? Oh, il y en a plusieurs, j'ai pas envie de me faire des ennemis. Elle est difficile, votre question. Tout le monde a peur de répondre à cette question. Elle est difficile, votre question. Non, je dirais d'abord, quelques noms. Il y a les restaurants Halavi, les restaurants Bassari. Bon, voilà, alors il y a pas mal de restaurants où nous pouvons aller et on a plaisir à aller. Bon, en Halavi, je vais vous dire,
je connais bien le restaurant Inte Café Mm. que j'apprécie beaucoup et où je vais régulièrement. Des salons de thé comme The Reserve Oui, qui ont ouvert bien à la sûr. fois dans le 17, à la fois dans le 16e et à la fois à Boulogne, qui sont en Khalavi, en laitage assez sympathique et où je vais très très régulièrement, que ce soit Maestro. Motorino a fermé, donc voilà, je peux plus le citer, mais Maestro, il y on en avait connaît bien. d'autres. Maestro aussi. Et en restaurant viande, bah, évidemment, je sais que vous aviez reçu, si je ne m'abuse, les responsables d'Ethnican D'Ethnican, bien sûr. sur votre antenne. Récemment. Et donc voilà, que ce soit le restaurant Cannes, Ethnican, la Citadelle, Cavode, on a la chance quand même, que Oui, ce oui, c'est soit vrai. pour manger de la viande, que ce soit pour manger lait, on a la chance quand même d'avoir à Paris un grand nombre de restaurants qui font honneur à la cuisine juive Oui. et qui se sont beaucoup professionnalisés d'ailleurs Amélioré aussi. améliorer bien dans sûr. la qualité à la fois gustative mais aussi dans la qualité d'accueil. Donc évidemment, sans faire du tout, et j'ai pas cité Rodchenko, mais quand même, hein, Rodchenko, on va délicieux régulièrement aussi au Marais chez Rodchenko. Voilà. Donc aussi. sans citer les uns par rapport aux autres et sans vouloir me faire d'ennemis, allons dans les restaurants cachers, Oui. que ce soit des restaurants Bassari, que ce soit des restaurants Halavi, allons-y et faisons-les travailler parce que vraiment la période a été compliquée aussi pour les restaurateurs. Je pense aussi aux traiteurs pour qui ça a été difficile pendant toute cette période de Covid. Alors maintenant, les fêtes commencent à battre leur plein, les mariages s'organisent. Donc vraiment, je pense à la fois aux traiteurs, à la fois aux restaurateurs et à tous ceux qui travaillent dans cette branche. Allons-y, contactons-les et faisons-les travailler parce que vraiment, ils le méritent. Merci beaucoup, merci pour vos messages, merci d'avoir répondu à mes questions sur Allogy. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, restez connectés voilà, sur tous les réseaux d'Allogy pour découvrir nos reportages, nos interviews, toutes nos vidéos. Merci Elie Korchia et je vous dis à très bientôt. À bientôt.